Donc, je souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Les conditions sanitaires ne permettent pas à un grand public d'être présent. Et néanmoins, je pense que ceux qui s'intéressent à ce sujet pourront consulter le site de Beit al-Hakm et regarder soit en live plus tard la conférence de Madame la professeure Faten Chouba. Donc c'est dans le cadre des activités du département des arts que Madame Faten Chouba propose une conférence intitulée Esthétique de l'art vidéo, étude sur l'histoire de l'hégémonie d'un médium. Je me permets d'abord de présenter Madame Faten Chouba, qui est d'abord, je vais remonter plus loin que ce qu'elle m'a dit. Elle a été d'abord étudiante aux Beaux-Arts de Tunis, je pense en section peinture. Donc elle est à la base peintre, et puis en entamant des études au niveau doctoral, elle a préparé, bien entendu, un DEA, ensuite une thèse en art plastique. Cette thèse, telle que le nom l'indique, porte sur, non pas l'histoire des arts plastiques, encore moins sur l'esthétique de certains arts, mais sur une relation entre théorie et pratique. C'est-à-dire, c'est une thèse d'art plastique, pratique, théorie, et non pas théorie-pratique. Dans ce type de thèse qui est assez singulier et assez particulier et assez difficile, moi je dirais, le chercheur est emmené à avoir une pratique et il est emmené à réfléchir sur sa pratique et éventuellement théoriser sa propre pratique. D'où la difficulté de ce type de recherche. C'est pour ça que c'est une recherche assez singulière. Elle est singulière par son contenu, elle est singulière même par sa forme, puisque c'est l'unique thèse universitaire qui s'écrit, c'est ce que je dis du moins à mes étudiants, qui s'écrit à la première personne du singulier, avec je. Ce n'est pas nous, hein, comme c'est le cas des travaux universitaires qui se veulent objectifs et prenant une certaine distance par rapport aux informations qu'on manipule. Là, on est appelé à être subjectif. Et d'où la nécessité d'utiliser le je et non pas le nous. Donc, ce travail de doctorat, je pense, moi je l'ai connu du temps où elle était aux Beaux-Arts à Tunis, lui a permis une migration dans sa pratique. Cette migration, je pense, l'a conduite à, je ne dis pas laisser tomber la peinture, mais à s'ouvrir sur de nouvelles pratiques, et d'où le sujet qui est proposé ici, l'art vidéo. L'art vidéo est parmi les formes artistiques, disons, contemporaines. Bon, je pourrais m'étaler un peu plus sur ce type de pratique, mais je vais d'abord, pour ne pas m'accaparer la parole, je vais laisser la parole à notre conférencière pour nous éclairer un peu sur ce qu'elle pense de l'art vidéo, d'autant plus qu'elle parle d'hégémonie d'un médium. Alors le terme hégémonie n'est pas neutre, hein. Il renferme une pensée qui n'est pas nécessairement positive. Bon. Alors, faites un faveur.
Merci, cher professeur et maître. En fait, je suis très honorée d'être présentée par mon professeur Semil Tviki. J'étais une de vos anciennes étudiantes. Effectivement, j'étais spécialisée en peinture et avec l'évolution de la recherche, j'ai pris d'autres directions de pratique notamment, mais moi-même je pratique l'art vidéo. Donc c'est pour cela que ça relève de mes questionnements personnels. J'espère la prochaine fois je parlerai de ma pratique personnelle, y compris la vidéo aussi. Voilà. Donc en fait l'art vidéo est reconnu comme l'art du XXIe siècle. Donc déjà d'entrée, c'est l'art attesté, surtout dans les pays très avancés, où il est incontournable dans les grandes manifestations artistiques, les biennales, les salons d'art, et voir les expositions de grande envergure muséale, mais en Tunisie, son émergence reste trop timide. Peut-être, c'est pour cela que j'ai choisi ce thème, c'est-à-dire son esthétique n'est pas assez familière et accessible à tous. Même nous, c'est-à-dire moi en tant qu'artiste, vidéaste, qui pratique la vidéo, il y a des dimensions qui m'échappent. Donc peut-être pour apprivoiser cette technique, j'ai choisi de développer un discours théorique. Concernant l'esthétique de l'art vidéo, c'est une esthétique lacunaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un commun accord sur ce genre d'art et sur le discours adéquat qu'on pourrait développer, voire surtout les critiques sur ce genre de pratique artistique. Toutefois, on pourrait aborder la question, et c'est dans ce sens que j'ai choisi aujourd'hui de la développer. C'est un simple constat. Comme l'art vidéo, c'est un art fortement dépendant de la technologie, en fait, son histoire relève de l'évolution de la technologie. C'est assez simple comme tout. Mais justement, en revenant en arrière à rebours pour voir l'évolution de son histoire, j'ai constaté qu'il y a 4 générations très importantes, 4 rendez-vous incontournables pour pouvoir développer un discours esthétique sur l'art vidéo. Les 4 générations, une génération que moi-même j'ai qualifiée de télévision, la deuxième génération, celle du cinéma expérimental, la troisième génération, celle du dispositif de projection, et la quatrième, la numérique. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'élaborer un discours relatif à toutes ces générations, mais j'ai choisi uniquement la période analogique. La période analogique s'étale début des années 60, 1960, vers la fin des années 80, c'est-à-dire avant la mutation numérique de la vidéo et avant surtout la création du web, de l'Internet, parce qu'on voit que la vidéo prend une ampleur, une dimension esthétique différente. J'aimerais pas m'aventurer, peut-être pour une autre occasion, je développerai un discours relatif à la vidéo numérique. Donc je n'étudierai aujourd'hui que l'ère analogique qui englobe 3 générations, la génération télévision, la génération cinéma expérimental et la génération dispositif de projection. Vu la consistance de la matière, permettez-moi de lire ce que j'ai rédigé rapidement, mais c'est très, très développé quand même. Donc, aujourd'hui, on assiste à une prolifération d'expressions électroniques et numériques dont la visibilité des procédures n'est pas évidente. Face à cette prolifération correspond un déficit de discours critique et une faiblesse dans les moyens de description et d'analyse auquel aucune autre forme d'expression plastique n'est soumise à ce point. Cela tient, bien sûr, à la difficulté d'envisager les propositions plastiques qui semblent appartenir à d'autres champs que celui des arts plastiques. C'est ça la difficulté d'aborder l'art vidéo, c'est qu'il est toujours entre les genres artistiques. Parfois, on le qualifie, s'approche plus de la télévision, parfois du cinéma, voire parfois par une forme hybride entre les deux. Donc, notamment le cinéma, la télévision, l'informatique aujourd'hui, c'est l'approche la plus délicate, le réseau, bref, d'autres espaces dans lesquels l'image en mouvement, donc l'image vidéo, c'est l'image en mouvement, tient naturellement sa place. La vidéo s'est dès le début inscrite du côté d'une esthétique de l'hétérogénéité par rapport à l'art, et c'est dans cette impureté même qu'elle s'est petit à petit construite une légitimité par rapport au mouvement général de l'art, apparu dans une période que les historiens identifient comme marquant le passage de la modernité à la postmodernité. Déjà, son apparition est une période de transition, de passage entre deux formes artistiques. La vidéo s'est manifestée dans une grande variété d'agencements et de projets conceptuels.
Donc c'est une période de laboratoire que je qualifie, qu'on voit naître l'art vidéographique. Outil critique de la télévision, instrument d'expression militante en recherche de spécificité relevant du modernisme, recyclant toutes les images, les détournant, mais aussi médium de création d'images inédites, moyen de raconter, outils documentaires, dispositifs de projection. Cette évidente diversité engage une analyse qui ne peut faire l'économie d'une réflexion portant sur les autres domaines de compétences de l'image. Ainsi, la vidéo peut-elle prétendre construire un corpus, un genre, une esthétique? De quelle manière et avec quels outils conceptuels peut-elle être analysée, évaluée ou tout simplement envisagée? Françoise Parfait, dans son ouvrage Vidéo, un art contemporain, disait « L'histoire de la vidéo est une histoire complexe, car née au milieu de la crise du modernisme, elle en hérite les considérations formalistes, mais elle est dans le même temps confrontée à ces hybrides, le cinéma, la photo, c'est l'heure, la télévision, et sans devenir le numérique. C'est donc une histoire qui n'a rien d'autonome, mais qui pourtant constitue, si ce n'est un territoire spécifique, une zone d'échange, de circulation, de transformation, aussi bien d'images que de genres, de domaines conceptuels et de relations. » Fin de la citation. Au cours de son histoire, la vidéo a emprunté de nombreuses formes, abstraites, narratives ou figuratives, poétiques, expressionnistes, impressionnistes, documentaires, etc. Elle a repris, copié, voire phagocyté presque toutes les autres disciplines artistiques et est partie prenante de nombre de pratiques artistiques actuelles. La vidéo est partout, ne cesse de chercher son propre langage esthétique. Issue de la télévision dans les années 1960, en réaction avec ce qui était qualifié de machine à fabriquer du réel. Machine de vision, le terme je l'ai emprunté à Paul Virilio. Avide d'images à consommer, la vidéo en tant que pratique artistique est apparue comme une réaction à cet excès de réalisme que la nouvelle invention, la télévision, commençait déjà à surproduire. L'absence d'intermédiaire entre la réalité captée et sa diffusion va donner le direct et son corollaire, l'effet du réel. Contrairement à la télévision, la vidéo n'avait nullement cette obligation de démontrer sa capacité à représenter le réel. La télévision s'en était chargée. L'enjeu esthétique était plutôt d'en démontrer la nature illusoire et de montrer comment s'attaquer au médium lui-même en investissant et dévoilant les codes propres à la télévision. Les premiers gestes artistiques qui ont utilisé l'image électronique, désormais constituée en véritable scène primitive de l'histoire de la vidéo, sont des gestes de déréalisation de l'image télévisuelle. Leurs inventions s'inscrivent dans une esthétique de la déconstruction de la télévision, toute moderne, et qu'elle s'attaque à la fois au médium et aux médias. S'il vous plaît, les premières images. On va voir quelques exemples de défiguration de la dimension réaliste de l'image télévisuelle. La déconstruction sera menée selon les modalités variables, plus violentes et plus critiques du média chez Vostell, plus ludiques et fastidieuses dans l'esprit de Fluxus chez Peik. En fait, Peik et Vostell sont les pères fondateurs de l'art vidéographique. Donc dès le début, dès le démarrage, donc on avait déconstruit la dimension réaliste de la télévision, et c'était à travers cette forme-là que la vidéo, en tant qu'art, a été introduite. C'est malgré tout dans la mouvance de Fluxus que les deux artistes vont intégrer, utiliser et manipuler la télévision, et ces postes qui vont devenir des sculptures électroniques, placées toujours en position critique, dans un environnement avec des objets et des matériaux. En 1963, l'artiste coréen Naim Jun Paik présente ses 13 Distorted TV Sets, 13 télévisions alimentées par 13 magnétophones ou générateurs de fréquences qui ne diffusent aucune image, mais plutôt des lignes et ratures et autres cafouillages électroniques. L'œuvre expose la factice réalité de l'image télévisuelle et glisse dans le champ de l'art. L'artiste s'intéresse avant tout au fonctionnement artistique de la vidéo, non à la qualité de transmission et de la diffusion des images. Cette déviation de l'utilisation normale du téléviseur, ces déformations de signaux, produisent des formes associées à un dysfonctionnement de la télévision. S'il vous plaît, le second fichier de l'œuvre de Peik.
Merci. Donc, le même principe. Donc, on voit l'artiste en train d'utiliser des éléments comme un aimant pour justement déformer les images. Cafouillage de l'image, zébrure, unique ligne traversant l'écran, elles permettent aussi de prendre conscience des qualités lumineuses de l'image et ses modulations. Donc ces artistes, le dernier de leurs soucis, c'est la dimension mimétique réaliste de l'image télévisuelle. Donc il fallait recourir à la vidéo pour montrer la face cachée de la télévision, notamment de l'image électronique. Et du fait que l'image télévision, en deçà de toute représentation analogique, est constituée d'une succession de signaux et non d'images réalistes. Donc on expose le signal électronique, on expose la dimension technique de la télévision. Travail sur le nombre, travail de la série, variation sur un thème électronique, expérience technique et expérience sensorielle, mise à l'épreuve du médium. Tous ces choix méthodiques de la télévision expérimentale, c'est-à-dire ce genre de télévision, étaient qualifiés par la télévision expérimentale. Comme Peck appelait ses travaux, participe à une véritable émancipation de la sphère électronique par rapport à la télévision. Donc pour critiquer le réalisme de la télévision, ces artistes-là ont recouru à la vidéo. Pareil chez l'artiste Wolf Vostell, mais à cette période, on ne parle pas réellement d'art vidéographique. Vostell, on va voir la version Vostell. Normalement, c'est dans le même esprit que Peck, donc défaut, déréglages. C'est là que se situe son processus action du décollage. Troisième fichier, s'il vous plaît. Décoller la télévision, c'est son concept, hein. Décolle/H. Décoller la télévision de son espace assigné, du salon au musée, décoller l'objet de son utilisation ordinaire, un dispositif spectaculaire diffusant de l'information devient un objet d'art. De son fonctionnement normal, en le déréglant, décoller l'image de son support, en la rendant instable, voire illisible, brouillée, cafouillée, saturée et autres procédés analogiques de manipulation. Wolf Vostell décolle visuellement l'image de son cadre, déréglant le tracking, alignement de l'image, et en coupant le son, le traitement que Vostell fait subir aux images de télévision n'est pas dénué de violence. L'œil est agressé par cette tension imposée par un dérèglement du rythme de défilement. L'artiste met l'image du monde des médias en crise, en les déplaçant violemment, en les extrayant du contexte dans lequel elles sont assignées et en les juxtaposant à d'autres éléments qui en révèlent l'imposture. Ce qui est en jeu alors, outre la critique de l'image télévisuelle, c'est d'expérimenter et de découvrir par quel procédé le nouveau médium peut ouvrir d'autres champs exploratoires à l'expression artistique. À ses débuts, l'art vidéo constitue une recherche sur le médium et ses possibilités expressives. Il est ainsi d'abord interrogé par lui-même et sa maîtrise passe paradoxalement par le chemin de sabotage, déréglage, perturbation et parasitage. De toutes sortes sont ainsi les moyens que les artistes emploient pour révéler les qualités plastiques du médium télévisuel. En l'occurrence, l'art vidéo n'est pas né de rien. Donc nous avons vu la génération télévision, comment elle a commencé par ce principe de déréglage de l'image mimétique. On va passer à la période cinématographique, à la génération cinéma expérimentale. En plus de sa relation organique avec la télévision, il s'est construit déterminé par rapport et avec le cinéma des artistes particulièrement féconds et qui en avaient préfiguré bien des applications et anticipé bien des centres d'intérêt. Cela se confirme encore maintenant dans le fait que certains films tournés en cinéma sont plus vidéographiques. On qualifie ces films par plus vidéographiques que cinématographiques. C'est-à-dire qu'ils poussent les possibilités techniques du cinéma vers ce qui peut se rapprocher au plus près de l'esthétique vidéo. Donc je vais vous montrer un film, exemple de... Merci. d'Ed Emshwiller. Donc c'est un film du cinéma expérimental et qu'on qualifie, il s'approche de l'esprit de la vidéo. Donc je vais accélérer un petit peu parce que c'est le même principe.
Dans le courant des années 1960, le cinéma dit expérimental ou de recherche ou indépendant ou underground connaît un renouveau et une vitalité particulièrement importants grâce à l'invention puis le marché en 1965 par la société Sony des caméras et magnétoscopes portables, le porte-à-pack, ancêtre lointain du caméscope. Vont alors coexister des recherches pointues sur un médium tout à fait nouveau et des préoccupations d'ordre cinématographique. Donc vous voyez, comme la génération télévision ou la génération cinéma expérimental, la vidéo a été utilisée à d'autres vocations que l'art vidéographique. C'est-à-dire toujours l'objectif était de montrer les dessous de l'image, que ce soit d'image électronique ou image cinématographique. Donc les dessous, en fait, ce sont les caractéristiques ou la structure intrinsèque du médium. Qu'est-ce que le médium me permet de faire, outre le fait que d'enregistrer ou de raconter le côté récit ou narration. Donc l'objectif était essentiellement de dévoiler les caractéristiques du médium. Vont alors coexister des recherches pointues sur un médium tout à fait nouveau et des préoccupations d'ordre cinématographique. Une décennie qui va produire des œuvres majeures en cinéma dit expérimental et en vidéo, pourtant encore balbutiantes. Ces deux techniques en plusieurs points semblables vont être interrogées dans leur fondement même, dans leur structure interne profonde, dans leur spécificité des médiums. Donc vous voyez qu'à chaque fois, le médium permet de révéler un autre médium. Ces explorations vont particulièrement se manifester dans le cadre du mouvement Fluxus. Le berceau de l'émergence de ce genre d'art, c'est Fluxus. De nouvelles manières de présenter des films accompagnés par des musiques données sur le lieu de projection ou bien des sons de la rue amplifiés. On est dans une dimension d'hybridation et d'hétérogénéité, où le cinéma sera interrogé dans sa structure interne. Donc on passe à un exemple de Fluxus Film de Vostem. Fichier suivant. Le premier film. Donc je vais avancer pour faire vite, parce que c'est... Même si George Macunas, figure phare de cette communauté hétérogène, donc je vais accélérer, sinon le temps ne me permet pas de tout visionner. Même si George Macunas, figure phare de cette communauté hétérogène, qualifiée d'art au maître, maître c'est l'unité de mesure, les Fluxus Films présentés en boucle comme des environnements muraux, semblables à du papier peint dans des cubes délimités par des draps blancs, Fluxus Film ou Wallpaper. Il n'en reste pas moins que chacun d'eux présentait une expérience technique, esthétique et conceptuelle singulière. Le Fluxus Film numéro 1, par exemple, Zen for Film, de Naim June Paik, premier de la série de 37, réalisé entre 1962 et 1970 et répertorié par George Macunas, consiste en une bande de pellicule 16 mm de 8 minutes vierge et transparente qui passait et repassait dans le projecteur, inscrit sur le support toutes les traces de détérioration dues au frottement, exposition à la poussière et autres manipulations liées au dispositif de projection. On passe au second film, celui de Paik. Donc en fait, il n'y a rien à voir. Le film expose le film. Donc il ne représente pas, il s'auto-présente en tant que film. Donc le film expose donc une durée dont la seule manifestation est l'inscription des aléatoires physiques du support. Le cinéma et la vidéo si proches qu'ils vont pouvoir être utilisés d'une manière interchangeable par les artistes. Des films réalisés en cinéma travaillent grâce à l'esthétique vidéographique sur la structure du dispositif. C'est-à-dire, si à chaque fois on voudrait interroger un dispositif, un médium cinématographique, télévisuel, où il y a l'image en mouvement, on recourt à la vidéo. Donc ça donne l'écart et le questionnement nécessaire relatif justement à la dimension esthétique du médium. Des films réalisés en cinéma travaillent grâce à l'esthétique vidéographique sur la structure du dispositif cinématographique au sens large des figures de disparition par des moyens techniques, caméras spéciales, scénaristiques, les écrans, produisent ainsi des ralentis extrêmes, conférant à l'image une ambiguïté sidérante, mais très vite. Dans ces années d'exploration, on qualifie cette période par une période d'expérimentation, exploration des médiums.
et des dispositifs, les différences, les singularités et les spécificités vont être exploitées pour finalement dégager des territoires aux identités parfois incompatibles, mais négociables les unes par rapport aux autres. Donc la vidéo au début a été introduite dans les arts à travers le dispositif télévisuel, ensuite le dispositif cinématographique. Avec l'évolution de la technologie, la vidéo sera exposée avec ses propres moyens de dispositif, donc le vidéoprojecteur notamment. Mais très vite, donc voilà, les spécificités vont être dégagées, des identités parfois incompatibles, mais négociables les unes par rapport aux autres. Dégager dans un premier temps des obligations de fiction, donc dès le départ, la vidéo a été libérée du principe de reproduire le réel. Et de vraisemblance mimétique, la vidéo et la télévision intégreront très vite dans leur vocabulaire formel aussi bien le ralenti que la répétition, l'arrêt sur image, l'incrustation du retour en arrière dans le temps réel. La dilatation de l'instant, notamment dans ce cas, il n'y a rien à voir, c'est l'écran blanc tout le temps. De contraction des durées sont des opérations qui permettront d'élaborer une nouvelle conception du travail avec le temps et lui conférer une dimension sculpturale. C'est-à-dire quand on ôte à l'image sa dimension réaliste, on s'intéresse à d'autres caractéristiques esthétiques de la vidéo plus que ce que la vidéo permet de représenter. Et c'est ça le principe de l'hégémonie du médium. Donc, la forme de la boucle, par exemple, techniquement présente aussi bien dans le dispositif cinématographique que vidéographique, enroulement du film et de la bande sur lui-même, est explorée également dans sa dimension esthétique par les deux pratiques. L'effet du direct, l'immédiateté de l'enregistrement et de la diffusion, récupérant les techniques de la télévision, telles le gros plan et l'absence de hors-champ, visant à confondre le téléspectateur et à le faire douter de la réalité de l'image télévisuelle d'abord, puis de toute image vidéo. En effet, à leur début, les pratiques artistiques utilisant la vidéo n'avaient pas d'histoire ni de modèle. Il n'y avait pas de référence, c'est pour cela que la vidéo a été introduite dans l'art à travers d'autres formes artistiques. Il a donc fallu qu'elle se rabatte très vite sur les propriétés techniques du médium. Donc c'était en fait une stratégie. Donc essayer de mettre en exergue, mettre en valeur le potentiel technique du médium pour pouvoir positionner l'art vidéo. C'était ça la stratégie, si vous voulez. Pour asseoir petit à petit une légitimité esthétique qu'elles ont eu bien du mal à définir par rapport à d'autres champs mieux identifiés comme le cinéma et la télévision. Toutefois, toujours l'image vidéo est comparée, elle reste marquée par ses débuts. Elle est soit comparée à l'image télévisuelle ou l'image cinématographique. Donc c'est ça la question, comment cet art pourrait établir une autonomie artistique autre que le fait d'appartenir à d'autres formes d'images en mouvement. Porter un regard sur les spécificités inhérentes à la vidéo, c'est faire un retour sur une histoire moderniste. C'est-à-dire si on revient à l'histoire de l'art et on voudrait légitimer un art, notamment la tautologie de l'art chez Greenberg, il fallait se rabattre sur les spécificités techniques du médium. Mais c'est un discours formaliste et assez révolu. Donc c'est étonnant avec un art actuel, un art très contemporain, revenir au formalisme pour légitimer l'art vidéo, qui sépare l'art de la communication. Mais c'est aussi parce que ce qui honte la vidéo, c'est le fait d'être soit documentaire, soit médiatique, c'est-à-dire au sens média, de communication, mais l'art vidéo en soi, c'est quoi? Comment le définir? Donc c'est ça le dilemme. Donc, mais c'est aussi repérer comment à partir des données phénoménologiques du médium, c'est petit à petit élaborer un langage, je mets entre guillemets, électronique en relation étroite avec l'art de cette époque. Relation qui prévaut maintenant, où parler de spécificité d'un point de vue esthétique n'a plus vraiment de sens. C'est-à-dire parler de formalisme face à l'art vidéo, ça paraît un petit peu décalé. Mais bon. Toutefois, une des caractéristiques majeures de la vidéo, c'est-à-dire si on enlève la dimension mimétique, on va s'intéresser à d'autres dimensions à la vidéo. La vidéo, c'est aussi l'art du temps. En effet, la vidéo, la preuve en est, ce qu'on est en train de voir, c'est du temps qui passe, il n'y a rien à voir. En effet, la vidéo, c'est du temps dans sa structure même, avant d'être dans ce qu'elle représente. Parce que chaque point dans l'image est constitué et déterminé par une infime fraction de seconde, durant laquelle le pinceau ou l'électron l'allume avant de passer au suivant. L'ensemble de ces fractions de temps donne une trame, puis une autre. C'est l'exploration de cette trame qui fait l'objet d'une majorité de recherches des années 70.
où le support physique des images, la performance des outils et le dispositif du direct sont mis en avant au détriment du naturalisme des images et de la transparence de la représentation. Donc vous voyez, les débuts de l'art vidéographique, c'était loin d'être dans la représentation, dans le naturalisme. Donc il fallait détourner, passer par une autre forme pour introduire l'art vidéo dans l'art contemporain. On va passer à la génération dispositifs de projection. Donc on a vu la génération télévision, la génération cinéma expérimental, et maintenant dispositifs de projection. Donc vous voyez, avec l'évolution de la technologie. De nombreux artistes utilisent indifféremment le support cinéma et vidéo. Donc la vidéo reste toujours hantée par ces deux pôles, la vidéo et le cinéma. Non pas en niant les spécificités de chacun, mais au contraire, en les faisant participer ensemble. Avec le vidéoprojecteur, la vidéo va faire usage des deux formes, l'image télévisuelle et l'image cinématographique. Mais au contraire, en les faisant participer ensemble à une entreprise de projection et de recherche artistique. À titre d'exemple, le dispositif fait partie de la projection. Donc on ne va pas cacher le dispositif, on est dans une dimension d'installation et le dispositif sera exposé en tant que concept. Donc, c'est-à-dire qu'il est montré, rendu visible, indissociable des autres éléments qui composent le travail. C'est-à-dire l'objectif de la présentation en termes de dispositif, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le dispositif, qu'est-ce qui pourrait nous montrer, mais c'est l'ensemble de mise en scène, donc c'est toute une scénographie du dispositif qui est aussi intéressante que l'image. L'image n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste, l'installation qui permet le dialogue et l'interaction entre les divers éléments. On est dans l'esprit de l'installation, c'est-à-dire le spectateur, l'espace, les éléments techniques sont aussi importants dans la monstration et ce n'est pas uniquement l'image. Elle est transportée, elle se déplace, donc l'image n'est qu'une partie d'un ensemble, elle est transportée, elle se déplace d'un support à un autre, elle apparaît là où on ne l'attend pas, là où on ne l'attend plus. Donc s'il vous plaît, le fichier suivant. Non, c'est les images. Les modalités de la projection, les transferts, les recouvrements, les qualités d'écran, les transparences, le son du projecteur. Vous voyez, tous ces éléments qu'avant on essayait de cacher pour montrer l'image sont aussi importants que l'image. Ils sont dans une relation de complémentarité et d'interaction. En effet, les artistes travaillent sur l'indétermination des formes d'apparition des images et de la machination de la vision. Donc on parle de machination de vision. C'est bien le dispositif en tant que matérialisation de structures de pensée et de processus de représentation et de remémoration qui est interrogé. Donc vous voyez que la vidéo essaie de se positionner par rapport au cinéma, parce que le cinéma, on cache le dispositif de projection. La vidéo le revendique. Donc vous voyez, on est à la recherche de positionnement par rapport à des esthétiques différentes. Celles-ci peuvent être éventuellement en mouvement, mais pas systématiquement. Donc la photographie participe aussi, parce que l'image vidéo hérite aussi de la définition de la notion de l'image en général, notamment la photo, participe également à ces nouvelles configurations. Ceci est bien la conséquence d'un déplacement de la migration des images, puis leur support d'origine vers de multiples autres surfaces, espaces, corps et matériaux d'accueil. Les modes d'apparition semblent inépuisables, l'image se faufile, donc l'image circule, elle est libre, elle prend aussi des dimensions spatiales très très importantes. Partout, elle peut produire une sensation, si ce n'est un sens, au risque de sortir d'elle-même. Donc, s'il vous plaît, la vidéo, c'est une vidéo que moi-même j'ai enregistrée lors de la visite, désolée pour la qualité, lors de la visite de la Biennale de Venise, je pense en 2014. Donc vous voyez l'importance du dispositif, voire il a plus d'importance que l'image qu'il projette. Dans l'installation vidéographique, la vidéo en tant que support d'enregistrement n'a aucune importance. C'est bien le dispositif qui est activé et qui fait œuvre, et non l'éventuelle trace qui va être conservée. Qu'il s'agisse des dispositifs des appareils électroniques dans leur dimension technique interne ou bien ceux de la boucle du direct, par exemple, qui, eux, engagent une mise en scène dans l'espace et prennent en compte physiquement le visiteur. Cette disposition se prépare dans le but d'obtenir certains effets. Anne-Marie Deguet a fait une étude définitive de cette période d'activation des dispositifs de captation, production, perception, en les repérant comme paradigme essentiel de la vidéo. Justement, la vidéo est à la recherche
d'une esthétique, d'un paradigme d'esthétique. En ce qu'il manifeste le procès de sa production, révèle les modalités de sa perception par de nouvelles propositions, qu'il sent un système générateur qui structure l'expérience sensible et qu'il sent nécessairement de l'ordre de la scénographie. Ces dispositifs de type cognitif, parce que c'est très conceptuel, concernant majoritairement à cette époque ces installations basées sur la simultanéité de la prise de vue et de la diffusion, ils sont souvent combinés avec des éléments construits de type architectural qui contraignent le visiteur et forcent la conscience de son corps. Ils vont contribuer. Donc, vous voyez, le corps du spectateur se mesure à la présence imposante du dispositif. Donc, au-delà de l'image, il va réfléchir l'ensemble de cette mise en scène et par rapport à sa dimension corporelle. La possibilité de faire l'expérience du présent et donc d'y inscrire des durées serait ainsi bien une spécificité du dispositif vidéographique. C'est sous la forme de l'installation que se réalisent le mieux les conditions de cette expérience, car le temps et l'image s'y trouvent spatialisés. On revient à l'image, toujours dans le même fichier. Le moniteur, objet, désossé ou non, aux dimensions et formats multiples, a pris des positions très variées dans l'espace. Comme vous voyez, on le met à plat sur le sol, souvent loin de la position frontale, correspondant à la vision frontale ordinaire, posée au sol, écran tourné vers le haut, suspendu en hauteur, accroché au plafond, écran tourné vers le bas, soumis à toutes sortes de renversements, tourné vers le mur, autant de modes d'installation qui pourraient dessiner les contours d'une esthétique spécifique de la vidéo. Donc vous voyez, on est toujours à la recherche d'une esthétique spécifique de la vidéo. En sortant l'image électronique de sa boîte, la télévision, les artistes ont permis à l'image vidéo d'exister en dehors de la référence à la télévision. C'est-à-dire sortir en dehors de la télévision, se retrouver dans l'esprit du cinéma. Donc comment créer une voie singulière de l'esthétique vidéographique? Ils l'ont d'une certaine manière libéré de la télévision et réhabilité en tant qu'image d'art. Dans le même temps, en empruntant au dispositif cinématographique, la vidéoprojection a encouragé les dimensions spectaculaires et parfois monumentales que le cinéma déploie. Donc vous voyez, s'écarter de la télévision, on se retrouve rapproché de l'esthétique cinématographique. La projection a permis une véritable libération des images et de leur manipulation par les artistes qui sont passés dans leur pratique du travail sur moniteur à celui sur la projection. L'image vidéo n'a plus un lieu assigné. Elle circule, elle est ubiquitaire. Comme le spectateur contemporain, elle circule, se déplace avec elle les points de vue démultipliés avec lesquels on peut l'aborder ou en construire les significations, les questionnements et les figures d'absence dont elle témoigne toujours. L'image vidéo se déplace dans l'espace réel dans lequel elle est exposée. Qu'il soit public ou privé, elle se déplace aussi d'un champ à un autre, d'un support à un autre, d'un genre et d'une période de l'histoire à une autre, rejoignant en permanence les conditions d'apparition de son histoire, c'est-à-dire de toutes les images. L'image peut même épouser le relief, comme un gond, comme une seconde peau, et un effet de présence plus ou moins efficace s'en dégage qui peut aller jusqu'à simuler une présence de quelqu'un. L'image et son support ne font qu'un. L'objet prête son volume à l'image, l'illusion est troublante et interroge à nouveau notre rapport toujours ambigu à la mimésis. Donc la question qui hante et qui évolue avec l'esthétique de la vidéo, c'est la question de la mimésis, l'image vidéo qui reproduit le réel. Donc même avec ces dispositifs de projection, la vidéo côtoie un petit peu la dimension réaliste de l'objet sur lequel elle est exposée. Aujourd'hui, avec le numérique, on voit le mapping, par exemple. Mais je ne vais pas aborder cette ère. Alors qu'à ses débuts, ce qui est étonnant aujourd'hui, on évolue vers les années 80, alors qu'à ses débuts, la vidéo a été un outil privilégié pour s'attaquer à la télévision dans une perspective d'offensive et de défiguration, et sur le mode de l'analyse de l'image par l'image, chère à Bourdieu. Elle ne constitue plus maintenant qu'un médium parmi d'autres, pour mettre au jour les logiques des producteurs d'informations, pour inventer avec elle de nouveaux récits et une nouvelle réappropriation du réel. Ce qui est étonnant, à partir des années 80, le réalisme devient assez imposant dans les arts vidéographiques. Pourtant, et cela est assez paradoxal, la vidéo dite d'art, qu'elle soit narrative ou expérimentale ou exploratrice, si vous voulez,
opère un retour de plus en plus marqué vers le réalisme de la représentation. On se dit pourquoi tout ce détour pour venir à la case de départ, et notamment une image qui reproduit le réel. Elle constituait un discours esthétique sur l'image fondé sur les caractéristiques du médium, s'attardant sur l'envers de l'image plutôt que sur ce qu'elle représente, ce qui la fait naître, la fonde, dont révèle la nature factice. Les artistes de la fin des années 1970 ont exploré ce nouvel espace de visibilité que produisit la caméra vidéo et ont cherché à faire apparaître comment la perception du réel et ses représentations sont trouvées perturbées. C'est-à-dire comment représenter le réel, être dans le réalisme et pourtant essayant de défendre l'esthétique vidéographique ou de définir une esthétique vidéographique. Par un curieux retournement de situation, la vidéo est en passe de parcourir le chemin inverse. Il y a un effet inversé. Elle devient réaliste. Il y a là un enjeu qui soulève la question des frontières entre médias et médium, entre technologie et art. Certes, l'art vidéo a cessé d'être une réaction à la télévision qu'il a engendrée, mais ce faisant, il s'en est approché suffisamment pour embrouiller les frontières. En effet, l'étymologie du mot vidéo signifie « je vois ». Cette origine étymologique est au centre de ce qui définit l'origine de visibilité vidéographique et en conséquence en esthétique. Toujours on revient à la question fatidique, est-ce qu'il y a une esthétique de l'art vidéo? Une visibilité portée par un regard qui passe par un objet, un cadrage, un choix de morceaux du réel que l'artiste voudrait montrer. Donc maintenant, on va essayer de questionner la vidéo réaliste. Un art purement visuel, une perception du monde engendrée par un médium, transformant le réel en image, signal électrique. Changement de posture, un attardement au-dedans de l'image plus qu'à son envers. C'est-à-dire avec la télévision et la période cinéma et voire vidéoprojection, on s'attardait plus à l'envers de l'image et non pas au contenu de l'image, qu'est-ce qu'elle représente l'image. C'était la stratégie adoptée pour faire tout ce détour. Changement de posture, un attardement donc au-dedans de l'image plus qu'à son envers. Dans ce cas, face au déferlement d'images, il faut distinguer une logique interne du champ de la vidéo d'art, une esthétique où, on revient au médium, c'est le seul salut peut-être, c'est mon hypothèse, où le médium et ce qu'il représente sont en relation de contiguïté sémantique. Le réalisme du sujet illustrerait l'objet vidéographique. C'est-à-dire, ça c'est ce que j'ai développé en termes d'hypothèse, c'est-à-dire comment choisir un réel, c'est-à-dire enregistrer une dimension réaliste, et ce réalisme nous renvoie au médium. C'est l'effet inverse. Le médium, par sa présence dans l'image réaliste, permet d'éviter la narration qui caractérise les autres films. Certes, certains procédés techniques ou choix de sujets spécifiques deviennent des facteurs d'identification et de reconnaissance de l'art vidéo. À titre d'exemple, le plan fixe, arrêt sur image, le flou, l'écran neutre, le zoom, la mise en boucle permettant d'isoler une courte séquence et la répéter, la post-production, le ralenti, jouer sur les vitesses d'apparition et de disparition des images, mise en valeur du grain pixel, une narration syncopée, morcelée, qui entremêle l'imaginaire dans le réel. Et ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les potentialités du médium dans l'image réaliste. Une posture créative qui engendre le doute par une mise à distance réflexive, amenant le spectateur à s'interroger sur le choix de sens qu'impliquent les dispositifs sémiotiques de l'image, les dispositions sémiotiques de l'image en mouvement. Une interrogation du réel en fonction des caractéristiques phénoménologiques du vidéographique. Chercher le médium dans l'image. Un glissement sémantique qui transforme le rapport entre la caméra et ce qui est filmé. Un tel déplacement les distingue des images traditionnelles et pose des questions inédites de monstration comme de perception. La vidéo invente une autre vision du monde par la mise en relation du contenu de l'image avec l'objet de sa constitution. Donc on va essayer d'articuler un contenu de l'image en interaction avec son support de monstration, dans ce cadre le médium vidéographique. L'effet de mimésis révèle la facture de l'image et par là sa véritable nature médiologique. Donc le terme médiologique, je l'emprunte à Régis Debray. Donc pour mieux argumenter ces hypothèses, je vais analyser une œuvre légendaire de l'artiste vidéaste Bill Viola, artiste américain contemporain Bill Viola. Ce qui est sympathique, ce qui justifie mon choix, elle a été réalisée en Tunisie. Elle est intitulée Chat Jrid en 1979. Elle dure 28 minutes, donc je n'aurai pas le temps de
la visionner en entier, mais je vais essayer de... En fait, l'exercice, c'est de chercher le médium dans l'image. Et pourtant, c'est-à-dire, je ne vais pas développer un discours sémiotique, sémiologique, sémantique, symbolique, je vais chercher la technique dans l'image. C'est ça l'objectif de cette analyse. Donc le titre, je le rappelle bien, Chat Tajrid, ou un portrait dans la lumière et la chaleur. Donc la vidéo commence par un écran blanc. Quand même, ça dure 1 minute, donc c'est assez lent en termes de vidéo. Donc en fait, l'écran blanc, on peut le considérer comme la page blanche. Hein. L'image blanche, elle est saturée par toutes les images latentes. Donc on attend l'émergence de l'image. Un cadrage fixe, le plan fixe est très important. Et d'ailleurs, c'est un élément de récurrence esthétique chez Bill Viola. Donc l'écran plan, je vais avancer. Et quand on scrute l'image, on regarde. Donc il y a l'effet de zooming. Ramener l'image vers le spectateur. Donc ça nécessite un regard de contemplation. Il faut contempler l'image pour saisir une silhouette de forme. En fait, il s'agit d'un paysage neigeux. Vous voyez, c'est un paysage froid, c'est loin de Chat Tajrid, mais ce qui l'a intéressé dans le choix de ce paysage, et vous allez voir plus tard Chat Tajrid, c'est le caractère distinctif du paysage. Donc le paysage, dans sa dimension réaliste et distinctive, va servir la présence du médium dans l'image. Et c'est les hypothèses que je suis en train de développer en ce moment et que j'interroge avec vous, que j'aimerais bien discuter avec vous. Donc je vais accélérer. Pareil, donc l'effet de l'atmosphère, la neige perturbe, floute l'image et on n'arrive pas à détecter. Là, il y a un zoom arrière. Donc c'est voulu par l'artiste, rapprocher, éloigner l'image. C'est sa façon de rendre présent le médium dans l'image réaliste. Donc on passe à l'écran noir, ça ne dérange pas, c'est une transition. Et tout ça, c'est pour accentuer la présence du médium dans l'image. Pareil, je vais accélérer un petit peu. Donc le plan fixe, en fait, ça rappelle la photographie. La photographie, c'est un précepte dans l'œuvre de Bill Viola. Donc pareil, l'image fixe, la ligne d'horizon a un point fixe aussi, c'est un élément fixe dans l'image, parce que l'image vidéo, c'est une image en mouvement. On va voir avec Bill Viola comment le mouvement est décliné. Soit le mouvement de l'image flux, parce que l'image vidéographique, c'est une image en mouvement, image flux, soit le mouvement à l'intérieur de l'image, soit le mouvement par ces manipulations techniques propres à Bill Viola. Donc de loin, à l'horizon, on voit un point. C'est une dimension picturale aussi de la vidéo de Bill Viola. De loin, on repère un point qu'on n'arrive pas à discerner. Donc, vous allez voir, parfois, il provoque un dysfonctionnement de l'image, un dérèglement, pour rappeler que c'est une image électronique. Et c'est une autre manière de rendre présent le médium dans l'image. Vous voyez, la perturbation, c'est un autre esprit de mouvement, perturber l'image pour rappeler qu'il y a un médium qui enregistre ce paysage. Donc on croit qu'il y a un dysfonctionnement, mais c'est voulu, ça relève de l'esthétique vidéographique de l'œuvre de Bill Viola et autres artistes. Donc on voit qu'une silhouette se rapproche. Donc c'est un autre mouvement, mais c'est un mouvement à l'intérieur de l'image vidéographique. Donc je vais avancer. On passe directement au paysage encore aride du désert de Chat Tajrid en Tunisie. Donc c'est le Salin de Chat Tajrid. Donc ça commence par des plans fixes, toujours un cadrage fixe, et ce cadrage fixe nous renvoie encore au médium, et c'est d'une dimension du coup photographique. Donc on voit des successions de photos très subtiles, une autre forme de mouvement esthétique relatif à l'art vidéographique. Donc il y a le mouvement du flux de l'image, le mouvement du réel et le mouvement que l'artiste lui-même provoque. Cette hétérogénéité est une caractéristique particulière aussi de l'art vidéo. Elle permet ce montage, cet assemblage d'éléments hétérogènes photographiques.
l'intervention du bonhomme, il vient d'un autre champ. Donc ça rappelle, ça accentue encore le cadrage vidéographique. Il y a le réel en extension hors du cadrage vidéographique. Donc là, on est dans le salin de Chat Tajrid. En fait, pourquoi Chat Tajrid ou le paysage neigeux, ça paraît paradoxal, hein, le froid et le chaud, mais ce qui est intéressant, ce qui a intéressé particulièrement Bill Viola, c'est l'effet de mirage. L'effet du mirage, c'est un phénomène optique, et ça pourrait être considéré comme une métaphore de l'image vidéographique. L'image tout court, dans son illusion, l'image n'est qu'un reflet, n'est qu'une illusion optique, c'est un phénomène optique. Donc on voit que le réel, le choix du réel qu'il a enregistré, ces signes distinctifs sont très importants pour nous renvoyer à la dimension, à la définition de l'image vidéographique. Donc le reflet, l'air chaud qui floute, qui donne un effet de vibration et de mouvement à l'image, c'est assez pictural. Donc c'est loin de la dimension de la reproduction simple de la réalité. D'ailleurs, il n'y a pas de trucage. Hein. Il n'a pas recouru au trucage Bill Viola. Donc, un léger mouvement qui nécessite un regard très pénétrant, vraiment très. On devrait scruter l'image pour pouvoir saisir ce mouvement. Donc, vous voyez que ces silhouettes qu'on voit, c'est un état intermédiaire, l'image, hein, entre l'abstraction et le réalisme. Et c'est ce qui intéresse ce mirage, a permis à Bill Viola de traduire ces dimensions de médiation, d'entre-deux. Et effectivement, l'esthétique vidéographique, c'est une esthétique entre-deux. On a vu entre la télévision, entre le cinéma, entre le réalisme, entre l'abstraction, entre la narration, entre différents éléments, ce melting pot, cette hétérogénéité qui enrichit l'esthétique vidéographique. Ça continue, c'est assez long. Donc vous voyez, la transition est très fluide, ça ne dérange pas, ça relève aussi de l'esthétique vidéographique. Je vais accélérer. Donc on reconnaît le désert tunisien, le dromadaire. Aussi, ce sont des paysages qui rappellent, je vais accélérer, j'espère que je ne vais pas rater là, ça rappelle l'impressionnisme aussi, où la praxis est plus importante que la vision de ce qu'on voit. Cette démarche, c'est une perception, c'est une sensation. Voilà. L'image vidéographique est une sensation. Ça rappelle aussi le paysage de Turner, on dirait une peinture en mouvement, cette stratification, cette abstraction, et tout ça, Bill Viola l'a retrouvé dans le paysage, l'a retrouvé dans cette dimension réaliste de l'image vidéographique. Bon. Je vais finir un petit peu par l'ère numérique, mais je ne vais pas la développer parce que bien évidemment j'ai largement pris du temps. Enfin, à l'ère numérique, la technologie qui sous-tendait la vidéo a complètement changé. Tout ce que j'ai dit par rapport à l'ère analogique, aujourd'hui on voit une mutation totale. Je ne sais pas, est-ce qu'il en reste quelques héritages esthétiques relatifs aux médiums qui ont été développés par cette ère fluxus et hétérogène et de foisonnement de genres artistiques dans le numérique? Moi non plus, je n'ai pas de réponse. Je dois développer une recherche sur la question et ça me travaille. J'espère pour une autre fois, je présenterai une conférence sur la vidéo numérique. Le passage de l'analogique au numérique a profondément modifié non seulement les pratiques de l'art vidéo, mais le médium lui-même. C'est-à-dire le médium risque aussi de se positionner de nouveau. C'est-à-dire, rien qu'aujourd'hui, il essaye de définir et d'atteindre une esthétique qui lui est propre. Maintenant, il est envahi par le numérique, ce méga-médium, cette méta-esthétique qui absorbe tous les genres artistiques et les unifie par l'esthétique du numérique, l'esthétique de l'art, des nouvelles technologies. Donc là, la vidéo essaie de se positionner encore de nouveau. En conséquence, une esthétique donc, qui est en remise en cause. À partir des années 90, tout est récupéré par l'informatique. Le relais passe aux arts technologiques, arts multimédia, images de synthèse et environnement virtuel et immersif, net art. Le flot d'images s'élargit, affranchi des contraintes cathodiques et magnétiques bouleversant la donne. En effet, quand certains artistes aiment se frotter aux dernières innovations technologiques issues du numérique et face à la suresthétisation de l'image, il est difficile d'entrevoir de quoi sera fait le futur de l'art vidéo. Redonner du sens à cette profusion et infinie des possibles, identifier l'essence esthétique de la vidéo où l'intérêt premier repose encore et toujours sur ce jeu de friction conceptuelle entre les genres et le champ de pratique,
propre à la tradition artistique du postmodernisme. Voilà peut-être l'un des enjeux à venir du plus contemporain des arts contemporains. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Faith pour ce voyage dans les méandres de l'art vidéo. Cette conférence nous a permis de parcourir les différentes périodes et de retracer aussi les évolutions de cet art qui s'inscrit, comme on peut le deviner, dans le tourbillon, je dirais ça, le tourbillon initié par ce qu'on appelle l'art contemporain. L'art contemporain, pas dans le sens historique, mais dans le sens esthétique. Et ça a fait l'objet d'un travail de recherche il y a quelques années aux Beaux-Arts, notamment quant à l'appellation de cette forme de nouvelles orientations artistiques ouvertes sur la technologie et dépendant même de la technologie, et c'est le cas justement de l'art vidéo. L'art vidéo, il évolue en fonction de l'évolution de la technologie. Moi, personnellement, je suis actuellement en retard par rapport à ces développements, à ces nouveaux développements, mais je me souviens qu'en tant qu'enseignant aux Beaux-Arts, j'étais à un moment donné en avance. En avance dans un cadre pédagogique qui a permis d'initier un projet de recherche du niveau de la maîtrise à l'art vidéo. C'est avec les étudiants finalement que j'ai appris. Je n'ai pas donné une science que je n'avais pas, et que je n'ai toujours pas d'ailleurs, mais j'ai appris avec les étudiants à découvrir Bill Viola, à découvrir Schottejrid, dont elle vient de parler, et à découvrir aussi quelque chose qui ne faisait pas partie je dirais, de la nomenclature de l'enseignement des arts, basé sur les 3 dimensions. Avec l'art vidéo et d'autres, il y a une nouvelle dimension qui a pris place, c'est la 4e dimension, à savoir la temporalité. Et je constate qu'actuellement, cette 4e dimension n'a pas encore pris suffisamment dans la réflexion actuelle des recherches ou de l'enseignement tout court, mais surtout de la recherche au niveau des études de post-licence. Maintenant, on ne peut pas dire post-maîtrise puisqu'il n'y a plus de maîtrise. Et j'étais particulièrement intéressé par cet écran blanc où il n'y a rien à voir. Et cette même idée d'écran blanc où il n'y a rien à voir rencontre de front pratiquement ce que dit Yves Michaud quand il dit circuler, il n'y a rien à voir dans une galerie, il n'y a que du gaz. Donc son fameux orage, l'art à l'état gazeux, il n'y a rien à voir. Il y a du gaz. Bon, avec un écran blanc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il y a quand même le blanc. Comme le gaz, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut sentir, mais c'est quelque chose qu'on peut respirer. L'air, en l'occurrence, c'est une forme de gaz. Et tout cela me met en relation avec la fameuse pièce de Tawfiq Jbeli, Femtella, où il n'y a pas de texte. Pendant une durée, les spectateurs attendaient qu'il y ait des acteurs, qu'il y ait un discours, qu'il y ait un jeu. Il n'y a que Femtella et le silence a régné pendant toute la durée de la pièce.
Et cette pièce qui n'a pas de teneur littéraire, paradoxalement, elle a fait l'objet d'une recherche de DEA aux Beaux-Arts, une recherche qui est 150 pages, quand même. Le chercheur a trouvé de quoi écrire 150 pages sur une pièce qui n'a pas de texte. Bon, je ne m'étale pas sur... je dois laisser la parole aux présents s'ils veulent poser des questions, bien entendu. Alors, celui qui veut poser une question, marhaba. Permis d'entrer en contact avec cette forme d'art, entre guillemets. Hein. Je vais un peu m'exprimer là-dessus, parce que, et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'y connais pas grand-chose, et je vous remercie de m'avoir en quelque sorte initiée. J'ai été très, très intéressée, et en même temps, très effrayée, une sorte de sidération. Parce que là, comme l'a dit Sissemir, en effet, nous sommes tout à fait dans cette déviation de notre monde actuel qui veut que la technique ou la technologie l'emporte sur l'humain. Et ça, c'est assez effrayant. Vous parlez du positionnement de cette forme d'art. En fait, c'est une forme... c'est un ogre. Et, il veut tout prendre. Il veut tout prendre, il veut tout manger. Il se positionne en grignotant à droite et à gauche et en se voulant différent, et en cela il est soutenu par une technologie qui ne cesse d'évoluer. Et là nous sommes vraiment complètement déshabillés, nous sommes complètement à part. Or on sait que l'art, en tout cas pour ce qui nous a précédés et notre état actuel, l'art c'est quand même une affaire de l'homme, c'est la transcendance de l'être humain qui essaye de retrouver son créateur, qui essaye de devenir lui-même un dieu avec une forme de création, quelle que soit la forme que prenne cette création, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la musique, la danse, les 7 muses, on est loin de là, hein, on est loin maintenant. Les muses, on peut les mettre de côté dans les musées, ça ne veut plus rien dire. Et là, c'est la technique qui n'a plus besoin de tout ce discours. C'est la technique qui se détache, et c'est notre avenir en fait, hein. Notre avenir où l'homme n'aura plus rien à voir avec l'humanité, on pourra la mettre au panier aussi. Vous savez, lorsque vous nous avez montré certaines choses, je vous écoutais parler, je me suis vue moi-même transplanter comme si on prenait une fusée et qu'il y avait une galaxie, parce qu'il y a un monde qui s'ouvre derrière ça. Et il peut se positionner tant qu'il voudra, mais il va être lui-même dépassé par autre chose. Il y a un monde qui s'ouvre, qui n'aura plus rien à voir avec ce qui est humain et qui ne mettra plus l'homme au centre de l'histoire. L'homme comprendra qu'il n'est qu'une infime petite partie infinitésimale de ce qui se passe. Alors ça peut être bien, mais quelque part c'est aussi très effrayant. Je ne sais pas si j'ai bien parlé, ça c'est l'impression que votre communication, et je vous remercie parce que ça ouvre des dimensions à la fois formidables, bien sûr, et en ce qui me concerne, très effrayante. Je m'excuse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une impression, ce n'est pas une question. Donc, oui, je peux rebondir sur ce principe. En fait, l'art a été toujours associé à la technique. C'est-à-dire, on ne peut pas dénigrer la technique. D'ailleurs, même la définition étymologique du grec du mot art, c'est techné. Donc, et moi, je suis parmi étant artiste, hein, et avec l'expérience justement de l'articulation théorie-pratique, je me suis rendu compte que jamais l'artiste ne choisit un médium qui ne correspond pas à un état de pensée et d'esprit. C'est-à-dire, là, je me réfère aussi à Marshall McLuhan quand il dit « medium is message ». C'est-à-dire, si vous cherchez un message, essayez de le retrouver dans le médium. C'est ça mon principe. D'ailleurs, ça fait une bonne décennie, hein, ça ne me rajeunit pas, mais que je pose des questions par rapport au médium. C'est-à-dire, on ne choisit pas une technique aléatoire. C'est une technique qui correspond à notre état d'esprit. Si aujourd'hui, on fait usage de la technologie numérique parce qu'elle correspond à notre époque, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'utiliser la technologie
pour représenter l'époque, elle est notre époque. Donc si l'artiste recourt à la technologie, au lieu de faire le déni et se cacher derrière d'autres formes de médium pour exprimer sa dimension d'être, sa vision du monde, il vaut mieux confronter cette technologie pour qu'il ne soit pas décalé par rapport à son époque et la confronter, même la critiquer si vous voulez, justement parler de ce, effectivement c'est un ogre, parler, rechercher l'humain dans la technologie en faisant usage de la technologie, non pas en la fuyant. C'est à travers la technologie qu'on va, c'est seul l'artiste qui ne va pas consommer la technologie, il va la questionner, il va la réfléchir, il va la conceptualiser. Donc s'il en fait usage, il n'est pas dans l'aliénation, au contraire, il est dans le, c'est-à-dire la réflexion. Et ça correspond à cette époque. Donc on ne peut pas la fuir, on ne peut pas la dénigrer, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. On n'est pas dans la question de domination, mais exprimer sa manière d'être aujourd'hui. C'est une vision du monde. Hein, c'est une vision du monde. On l'utilise, je suis tout à fait d'accord, que la technique est au centre de l'art, mais une technique qu'on domine. Oui. Si un jour la technologie nous domine, adieu. Ça, c'est des questions que le sociologue, le psychologue, mais pas l'artiste. Il n'est pas dans un rapport de domination, il est dans un rapport existentiel. C'est-à-dire comment faire usage de la technologie, expression, sa vision du monde d'aujourd'hui. Oui. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à... Non, mais c'est difficile. Oui, comme on le vit aujourd'hui, on n'a pas le recul pour pouvoir développer un discours. C'est pour cela que moi j'étais très prudente. J'ai choisi l'ère analogique où je peux formuler un discours parce que les preuves ont été faites. C'est-à-dire il y a du concret, il y a des œuvres. Mais le numérique, c'est frénétique. Comme l'art vidéo dépend de l'évolution de la technologie, l'évolution aujourd'hui, ça nous échappe. Tous les jours, il y a une application nouvelle et la vidéo s'adapte. La vidéo suit cette évolution et ça nous échappe. Ça me fuit moi-même. Donc j'ai besoin du temps de latence pour pouvoir saisir ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça m'intéresse. Hein. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, Peten, pour cette belle conférence. Le sujet est très difficile. Je sais que il faut des chercheurs pour parler de ce problème, pour instaurer une histoire de la vidéo, comme tout autre art. Moi, je vais vous poser une seule question, parce que vous répétez toujours le mot esthétique de la vidéo, esthétique de la vidéo. Bon, moi je veux vous poser la question, dans quel sens vous voulez diriger ce mot esthétique et qu'est-ce que vous voulez dire par esthétique de la vidéo? Bon, la question est simple. Je crois que la réponse est un peu compliquée. Merci. Merci, c'est la Habib, la question simple mais pas simpliste. Donc c'est assez profond. En effet, quand j'ai fait usage de ce terme, ce n'est pas bien évidemment la philosophie du bout, hein. C'est pas dans cette catégorie-là. Je suis revenue simplement à l'étymologie du terme, c'est-à-dire l'étude de la sensibilité de la vidéo, tout simplement. C'est-à-dire comment on perçoit la vidéo en termes de sensibilité, comment on est emporté par la vidéo, comment c'est un art, tout simplement. C'est-à-dire comment défendre que c'est un art vidéographique. Parce que rien que, quand on revient à l'histoire, c'est un art qui se faufile. C'est-à-dire, on dirait, c'est pour cela que dans mon abstract, j'ai dit caméléonesque. Je n'arrive pas à le saisir, parce qu'à chaque fois, il adopte une forme autre que la sienne que j'arrive pas à définir. Donc, comment être sensible à cet art qui s'esquive, qui s'échappe à travers toute forme d'évolution technologique. Et c'est le cas aujourd'hui avec le numérique. Sur le net, on voit l'art du net, entre autres, c'est la vidéo. Les espaces immersifs, c'est des images vidéo. Le mapping, c'est des vidéos. Donc, quelle est la dimension artistique de ces formes artistiques? Donc, esthétique, c'est en termes étymologiques tout simple, c'est la sensibilité, d'étudier la sensibilité de cet art. Je m'arrête là. Percevoir, j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant parce que quand même c'est un art assez synesthésique, parce qu'il y a la dimension sonore, il y a la dimension temporelle, il y a différentes, peut-être une perception sonore, temporelle. Il y a le mot perceptuel, c'est beaucoup plus précis que le mot esthétique. Peut-être. Bon, c'est un générique, hein, voilà. C'est un générique. Et on ne comprend rien quand on dit seulement esthétique, il faut développer. Oui. Mais peut-être. Je crois que vous avez dit que esthétique, c'est
de la sensibilité ou la sensation. Dans sa dimension plurielle. Oui, mais la perception, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, C'est possible. si c'est possible de revenir encore une fois sur la conférence, expliquer le mot esthétique, comme quoi c'est une perception, c'est le côté perceptuel, c'est beaucoup plus convaincant. Okay. D'ailleurs, on me demande de rédiger la conférence, donc peut-être je ferai usage de ce terme plus que d'esthétique. En bas de page, vous pouvez m'expliquer ça. Oui, oui, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Moi, je voudrais bien rebondir sur ce que vient de dire Habib, et ce que j'ai dit moi-même tout à l'heure, et toi aussi. Enfin, c'est la question du temps et le sens qu'on peut trouver dans les réalisations vidéo, disons. Moi, je pense que, je reviens à l'idée de la temporalité, le temps, il est extrêmement important dans l'art vidéo. Il est plus important que toutes les autres dimensions. C'est pour ça que je dis c'est une quatrième dimension. Il est basé sur cette quatrième dimension. Et chez Bill Viola, justement, quand il met ces images fixes, il incite les gens à, et le terme a été prononcé par Fetten, la contemplation. La contemplation, elle est basée sur ce qu'on appelle, dans l'art de Bill Viola, le temps spectatoriel. C'est le temps spectatoriel, il est puisé dans la littérature des premiers films muets, hein, où les gens ne regardaient que les images. Et cette contemplation a pris de nouvelles dimensions, notamment en Occident, puisqu'elle prend une dimension spirituelle un peu. Et je crois qu'un territoire ou un paysage comme Château-Girid, il incite à cette spiritualité. Peut-être que nous autres Tunisiens, on n'est pas aussi sensibles que les Occidentaux vis-à-vis de ces étendues vides, mais pour l'œil occidental, c'est extrêmement important de contempler le vide. Et la notion du vide vient de là aussi. Hein. Le vide, quand il n'y a que du gaz dans une galerie, quand il y a une image, un écran blanc, et quand il y a une image fixe dans Château-Girid de Bill Viola, ça rejoint la notion du vide. Hein. Ou c'est le vide, finalement. Donc, c'est autour du vide qu'il faut creuser, et dans le sens du vide. C'est quoi le vide? Hein? Le vide, bon, appelle le plein, mais le plein, il ne se trouve pas dans l'œuvre, il est ailleurs. Hein? Et donc, l'un des sens qu'il faut rechercher dans l'art vidéo, c'est peut-être cette dimension qui est basée sur la durée, hein, et sur le temps de la contemplation. C'est ce qu'on appelle le temps spectatoriel. Hein, voilà. Confirmer ce que vous venez de dire, Sissamir, Bill Viola définit la vidéo comme une sculpture du temps. Oui. Tout est dit. Et il donne une matérialité au temps, parce que la notion du temps, c'est assez métaphysique. Donc Bill Viola, avec la vidéo, il donne de la matérialité. On sent qu'il y a de la matière vidéographique, la matière temporelle. Donc il y a quand même une perception esthétique, je vais coupler les termes, vidéographique. Ouais. De toute façon, il y a un aller-retour entre le regard qui s'étale, je dirais qui se répand, un regard qui se répand. Donc il prend possession d'un espace infini, d'une manière, un espace qui n'est pas limité, où on se contente du regard uniquement.
Mais l'art contemporain, dans son évolution de l'art moderne, il est passé du spectacle, du regard, où il faut prendre du recul pour voir une œuvre, à une étape où le spectateur est appelé à contribuer, à participer, à toucher, à devenir acteur, d'où une nouvelle notion qui est apparue, c'est le spectateur. Et là, il est de nouveau, il est dans l'inaction, mais il est dans la durée du regard. Il est dans la durée. Il ne passe pas devant l'œuvre et rapidement. Non, il faut qu'il s'arrête. Et c'est le dispositif qui permet. C'est le dispositif d'exposition, justement, qui a été développé par fait, qui incite à prendre position devant et à regarder. Et on peut même mettre un banc dans certaines galeries, dans certains espaces d'exposition. Devant l'écran de télévision, on met un banc pour que les gens s'installent et prennent le temps de contempler et non pas de regarder. Voilà. Oui, ça va. Justement, pour rebondir sur... قولنا شكون اسمك عايش؟ Nurhan Ghazal. Donc, pour rebondir sur la notion de la contemplation, qui renvoie à la suspension du temps aussi, parce qu'on quand on contemple, le temps est absent. Il n'y a pas du temps. On est porté par une autre dimension. Le mot mirage porte comme étymologie, c'est de contempler. Donc, c'est la magie de la coïncidence. Et pour revenir à la vidéo de Chateaubriand, si la technique n'est pas revendiquée par l'artiste, son intuition le fait. Pourquoi ? Parce que le mirage, il donne un paysage de lignes entrelacées, stratifiées, qui fait brouiller l'aspect de la vision, qui renvoie aussi à l'illusion, entre autres, mais pas à l'interprétation falsive du paysage. Donc, et pour dire que son usage son intuition qui renvoie à la notion de mirage est revendiquée par la technique qui est celle de la vidéo. La vidéo qui à l'origine était travaillée et présentée par la télévision, il y avait tout a commencé par un problème en fait. Ça s'est déclenché avec un problème qui s'appelle la trame vidéo. En fait, elle envisage deux lignes en paire, une qui est paire et l'autre qui est impaire, et lors de leur décalage, on obtient une image décalée entre deux images superposées qui brouille l'aspect l'aspect clair et réel de l'image, qui renvoie à celle du mirage. Voilà, donc la technique, si elle n'est pas revendiquée par l'artiste, son intuition le revendique. Voilà, merci. Pas de questions. Non, pas de questions. Bien, alors s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer cette séance et je vous remercie pour... Ah, تفضل سي سامي سامحني. Belle et grande conférence. Je me sens dès le départ en décalage avec ce genre d'expression en parlant de l'art vidéo. Moi, que je suis formé en musique, l'art du son, et quelque part dans les sciences de l'art à travers la peinture, à travers son histoire, disons, à travers l'histoire de la période médiévale jusqu'à l'art contemporain. Je me sens un peu en décalage et j'ai presque pas compris pas mal de choses. Mais c'est très bien pour moi pour faire et essayer de parcourir des ouvrages concernant l'art vidéo tout court. Ma question est la suivante. Ce champ de travail en termes de pratique et d'analyse
est-ce qu'il fait partie du domaine du cinéma qui transforme les images vidéo en des expressions artistiques en ligne, en couleur, ou bien il fait partie d'un monde artistique classique qui essaie de faire bouger l'image, qui essaie de faire bouger les couleurs, les signes. Alors, je cherche la ligne d'interférence entre le domaine du cinéma, de la télévision, de l'expression télévisée, et le monde de l'art classique. C'est juste ma question. Je te remercie infiniment. Merci pour votre intérêt. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Tout d'abord, je vais vous étonner, c'est que au cours de mes recherches, moi aussi j'étais étonnée, c'est que j'ai découvert que les fondateurs de l'art vidéo étaient des musiciens, notamment Peik. C'est-à-dire leur première formation était dans le son. Donc ils ont inventé, Peik il a même inventé, je ne sais pas si comment on appelle ça, un tableau de mixage, et il traite l'image comme il traite de le son, il le revendique. Donc le son, il a inspiré pour aborder ces images, il a laissé de côté la dimension, c'est un piège, la dimension mimétique de l'image pour s'intéresser à cette dimension notamment temporelle mais essentiellement sonore. Donc et d'ailleurs il préfère parler de mixage que de montage. Parce qu'on est dans le mélange, et c'est un mélange où parce que l'image vidéo, c'est des images stratifiées en termes de transparence. Donc il avait la possibilité de les mixer. D'ailleurs, on l'a vu, la vibration et le fait de troubler l'image, c'est la musique qui l'a inspiré. Et il le dit, et ça m'a aussi intéressé. Concernant le mélange entre, comme je l'ai dit, la génération cinéma expérimentale a beaucoup inspiré la vidéo. C'est-à-dire la vidéo a commencé à travers la télévision, mais c'est le cadre Fluxus où il y avait un espace fertile, c'est-à-dire c'était cette dimension d'abolition des frontières entre les genres artistiques. La vidéo est née dans ce berceau-là, dans le berceau Fluxus, il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de frontières artistiques, on était dans l'inter-art, il parlait inter-art, l'art intégré, le mixed art, donc la vidéo a baigné dans cet environnement et le revendique jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait de circuler à travers la télévision et ensuite plus tard à travers le cinéma, et notamment ça enrichit, parce que le cinéma expérimental c'est avant l'ère vidéographique. C'est à l'époque dadaïste et surréaliste qu'on a vu les prémices du cinéma expérimental. Donc c'est un art plus ancien que la vidéo, mais la vidéo, quand elle est passée à travers le cinéma, c'est cette voie qu'elle a adoptée. Et d'ailleurs, Godard est très connu par son usage de l'esthétique vidéo dans le cinéma sans propre, c'est-à-dire la forme cinématographique qu'il essaie d'établir pour enrichir le cinéma. Donc il rajoute une autre esthétique qui permet de l'audace, c'est-à-dire le zoom, le rapprochement, l'incrustation d'une photo dans un film. Il faut voir Godard pour saisir cette dimension du cinéma où, même s'il ne fait pas usage de la vidéo, mais c'est l'esprit vidéographique qui est intégré dans l'approche cinématographique. C'est un cinéma d'auteur très réfléchi et on se pose beaucoup de questions. Voilà. C'est magique, hein. J'espère que vous commencez à apprécier l'art vidéo. C'est l'objectif. Parce qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'hostilité, mais je ne sais pas si on sera intéressé par ce genre d'art un jour ou l'autre en Tunisie. Je sais pas. Ce n'est pas que je voudrais l'introduire, mais c'est ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire, c'est l'art hégémonique par excellence dans les grandes manifestations et ça envahit beaucoup. Ce n'est pas qu'on voudrait faire comme eux, mais on baigne dans l'image et on ne sait plus faire la différence entre la réalité et la fiction. Et c'est dans cette frange-là que la vidéo pourrait intervenir, pour créer l'écart entre la fiction et le réalisme. C'est entre-deux, c'est un art de l'entre-deux. Il faut se jouer, parfois je le compare à ce concept de Duchamp qui est très intéressant, l'inframince. C'est un art de l'inframince. C'est juste une petite dose que ça bascule dans un autre sens. Ça devient télévisuel, ça devient cinématographique, ça devient numérique. Et où est l'art vidéo ? Il faut avoir de la magie, de la finesse. Ce n'est pas n'importe quel sujet pourrait être vidéographique. Soit clair. C'est pour cela qu'il a choisi le mirage. Il faut être fin même au niveau du choix de sujet. Sinon, on va faire du documentaire, de la narration, du récit, et on va basculer soit à côté du média, de la communication, de la télévision, soit à côté du cinéma. Il y en a qui font de la vidéo picturale, de la vidéo sculpturale. Et voilà, j'ai répondu de façon contournée. Moi, je dis que la vidéo, sa spécificité est dans la non-spécificité. C'est une première fois qu'on voit un art aussi caméléonesque, hein, qui s'adapte à tout sans pour autant revendiquer une appartenance.
c'est la première fois qu'on voit un genre d'art qui se permet de circuler. Et il porte toute l'histoire de l'image, hein, picturale. On peut parler de vidéo picturale. Oui. Et même sculpturale, si elle est dans le dispositif de projection, on voit des vidéos qui rendent écranique. D'ailleurs, le terme, je ne sais pas qui l'a développé, j'ai oublié le nom. C'est-à-dire, on peut projeter sur la vidéo sur n'importe quelle forme. Sur le corps, on peut jouer au théâtre. C'est toute cette hybridation et de métissage artistique qui définit l'esthétique vidéographique. La vidéo ne revendique pas une esthétique, c'est-à-dire propre. C'est dans la non-spécificité qu'elle est spécifique. Mais bon, c'est des hypothèses, hein, je peux me tromper là. Mais parce que moi-même, je pratique la vidéo, je suis sensible à la vidéo, je sens ces différentes formes qui m'échappent et j'essaie de me positionner et en étant avertie. C'est dommage, il vaut mieux faire de l'art avec beaucoup d'intuition et de spontanéité. Mais comme on est trop averti, parfois on a peur. Réellement, on a peur de manipuler ce genre d'expression. Il vaut mieux avoir peur que s'aventurer. Comment ? Effectivement, il y a des formes, il y a Cunningham, il a fait des spectacles de danse et de vidéo. Il a intégré la vidéo dans les spectacles de danse. Oui. On le voit maintenant de plus en plus dans les versions numériques. C'est-à-dire le chorégraphe crée un avatar de son spectacle et il le simule et il fait une hybridation entre l'image simulée et le danseur sur scène. Il y a des formes actuelles. Moi, je ne veux pas aborder l'ère numérique parce que c'est assez complexe. Ça se gratifie et ça nous échappe encore plus. Elles sont dans le concret qu'on peut, à la limite, en parler. Bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine.